Si vous pouvez me dire bonjour, tout va bien, je suis Philippe, je suis avec l'agence Infolivre. Et ça va bien se Bonjour, passer. tout va bien, je suis avec l'agence Infolivre et je vais un petit peu vous expliquer l'histoire du taxi et pourquoi on en arrive là. Philippe, bonjour. Bonjour l'agence Infolivre. Merci d'accorder cet entretien à l'agence Infolivre. Nous sommes actuellement dans Paris. Nous sommes dans votre taxi. Vous nous avez contacté il y a quelques jours suite à notre reportage qu'on a publié sur les VTC avec une volonté de remettre les pendules à l'heure concernant l'opposition entre les VTC et les taxis et ce qu'en disent les médias. Donc, dans un premier temps, quelle mise au point est-ce que vous souhaiteriez dresser de manière générale? Alors tout d'abord, j'aimerais que les consommateurs de taxi ou de VTC euh, prennent conscience en fait de la différence entre un taxi et un VTC. Euh, Dans le sens où normalement on doit avoir deux activités différentes et on doit évoluer sur deux marchés différents, chose qui n'est pas actuellement. On entend beaucoup parler de licences de taxi, de régulation, de tarifs, de ces fameuses licences, sans vraiment rentrer dans le fond du sujet. Donc on a mis en place ces licences au XVIIe siècle, c'est ça? C'est ça. À l'époque des fiacres, en fait, c'est que à cette époque-là, les chevaux étaient mal nourris, les voitures étaient sales et il y avait un trop gros nombre de fiacres. Donc les fiacres attendaient des heures dans Paris pour avoir un client. Alors les fiacres, c'est les ancêtres des taxis, on peut dire en quelque C'est sorte. ça, c'est tout à fait ça. C'est les ancêtres des taxis. Donc en calèche, avec les cochers. C'est ça, les chevaux, les cochers, D'accord. ça date. L'État a souhaité réguler en fait le marché afin de faire monter un petit peu le niveau et de mettre en sécurité le consommateur. C'est à ce moment-là que le gouvernement de l'époque a décidé de mettre en place des licences pour pouvoir contrôler le marché des fiacres. Écoutez, on entend beaucoup parler de licences qui se revendent à prix d'or sans vraiment rentrer dans le détail des choses. Alors allons-y. Donc effectivement, ces licences aujourd'hui, elles ont beaucoup diminué, mais elles ont, en fait, les artisans à l'époque ne pouvaient pas les vendre. Le seul moment où on a commencé à pouvoir les vendre, c'est en 95, c'était le plan Pasqua, exactement. Et les taxis sont des artisans en majorité. Arrivés à la retraite, ils avaient des très petites retraites. Et donc le gouvernement et les syndicats de taxi de l'époque ont pris la décision de rendre cessibles les licences. Je vais vous donner un exemple. J'ai un de mes amis qui a acheté sa licence il y a 4 ans, 240 000 euros. Il aura fini de la payer dans 6 ans exactement. Et quand il aura fini de la payer, il aura déboursé 300 000 euros avec les intérêts. 60 000 euros d'intérêt. Si on fait bien le calcul, excusez-moi de vous interrompre, ça fait 10 000 euros en plus par an. C'est ça. Et en plus de ça, à chaque transaction de licence, on verse à l'État 7%. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des prix assez faramineux, je dirais. Mais je dirais que c'est toujours bien pour le consommateur, puisqu'une licence n'appartient pas au taxi, si vous voulez. Le taxi revend un droit d'utilisation de la licence, si vous voulez. C'est-à-dire que si demain un taxi qui vient d'acheter, on va prendre l'exemple de mon collègue qui a acheté sa licence, si demain il commet un délit grave envers un client ou routier, tout simplement, il continuera de payer sa licence alors qu'il ne sera plus en possession de celle-ci. Donc je dirais que c'est une sécurité supplémentaire pour le consommateur. Alors il faut déjà savoir que le métier de taxi est une profession réglementée, une des plus réglementées de France. Aujourd'hui vous avez une formation qui dure plusieurs mois, un examen. Après vous avez des investissements à faire pour pouvoir devenir chauffeur de taxi. Aujourd'hui vous avez des concurrents qui se nomment VTC ou LOTI, qui rentrent dans la profession sans aucun examen, sans aucune formation,
Aujourd'hui, vous avez même des gens qui téléchargent des simples logos sur Internet et qui s'improvisent chauffeurs, sans aucune assurance derrière, sans aucune formation, et qui veulent faire du métier de taxi uniquement en prenant les avantages et pas les inconvénients. Nous, on a observé à l'agence Infolibre que les premiers métiers qui avaient été touchés dans un premier temps donc, par l'ubérisation de la société, c'était des métiers relatifs au transport. Est-ce qu'on pourrait peut-être toucher un mot là-dessus et peut-être parler des lotis justement après? Malheureusement pour nous, oui, les transports ont été touchés, je pense, très rapidement dans cette nouvelle économie de partage. Pourquoi les transports en premier? Parce que quasiment la totalité des personnes aujourd'hui ont un véhicule, donc n'importe qui peut s'improviser transporteur à n'importe quel moment. Et vous voyez, tout à l'heure, vous m'avez parlé d'Uberpop. Le problème Uberpop a donné l'impression à tout le monde de pouvoir faire du transport. Et vous avez aujourd'hui des villes de province, des villes de banlieue, où des clandestins, parce que je les appelle des clandestins, se sont improvisés transporteurs, et comme ils sont plus nombreux, virent les vrais taxis des stations. Donc c'est le monde qui s'inverse. Et aujourd'hui, malheureusement, les policiers ne sont pas assez nombreux, et du coup, ils laissent faire. On s'aperçoit aujourd'hui que ça se développe dans beaucoup de secteurs, et ils profitent malheureusement des gens qui n'ont pas beaucoup de bagages, qui n'ont pas de diplôme, de pouvoir s'improviser chauffeur très rapidement et qui profitent d'un statut qui leur permet d'avoir des allègements de charges sociales et de pouvoir travailler. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ces chauffeurs VTC ne gagnent pas leur vie, contrairement à ce qu'ils pourraient nous faire croire. Ils font du dumping social. Ils font du dumping social. Ce sont des chauffeurs qui travaillent minimum 15 heures par jour. Parce qu'un chauffeur VTC, contrairement à un chauffeur de taxi parisien, n'est pas limité au nombre d'heures de travail par jour. Il faut savoir que seuls les taxis parisiens en France sont limités à une sortie quotidienne, qui est aujourd'hui de 11 heures. Aujourd'hui, vous pouvez tomber sur un chauffeur VTC qui a 15 heures, qui a même plus que ça d'heures de conduite derrière. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui gagnent le SMIC pour des semaines de minimum 70 heures. Et le jour où cette entreprise de VTC souhaite se séparer d'un de ses collaborateurs, puisque c'est le terme employé, au regard du droit du travail, c'est beaucoup moins contraignant. Complètement, et c'est pour ça qu'ils évitent tous les liens de subordination. Ils récupèrent le téléphone ou ils lui coupent toute connexion. Les taxis ont l'habitude, ils disent en tout cas que les médias ne sont absolument pas objectifs concernant leur activité, qu'ils en donnent une image négative. Est-ce que vous pouvez développer ce point? Tout simplement, aujourd'hui, malheureusement, vous avez beaucoup d'usagers de transport qui vont vous donner des exemples qu'ils ont entendu parler, ressassés par tous les médias, et généralement des personnes qui ne sont même pas consommateurs de taxi. Aujourd'hui, on entend encore des clichés que le taxi ne prend pas la carte bleue, qu'il ne veut pas aller à tel endroit, que la voiture est sale. Et finalement, on s'aperçoit que ces gens n'ont jamais pris le taxi. Mais à force de l'entendre répété par toutes les ondes de radio ou chaînes de télé, ils ont l'impression que c'est du quotidien, c'est du réel. Est-ce qu'on peut revenir sur les différents statuts que peut avoir un taxi? Parce que ça, il me semble que ce n'est pas très clair dans l'esprit collectif. Alors aujourd'hui, vous avez 4 statuts. Vous avez le statut de salarié, où là, le chauffeur travaille pour 30% du compteur, avec un minimum journalier en plus. Il y a le statut de locataire, qui va bientôt être remplacé par la location-gérance, à partir du 1er janvier prochain, 2017. Il y a l'artisan, qui fait l'acquisition de sa licence, ce qu'on appelle l'autorisation de stationnement. Et un 4e statut, le sociétariat, donc le statut de sociétaire coopérateur. Quand on consomme un VTC, la plupart des VTC sont sous forme d'auto-entrepreneurs, c'est 24% de charges sociales et 20% qui partent pour les plateformes, qui elles renvoient tout dans les paradis fiscaux. Donc ça, l'État ne voit rien. Donc je pense que oui, sur le moment, c'est moins cher pour le consommateur. Sur la durée, je dirais que l'ubérisation de la société, c'est la fin du modèle français, tout simplement. Avoir 10 € au compteur ou 15 € au compteur en montant dans la voiture, enfin dans un taxi, je dirais que c'est dû à notre réglementation. Donc c'est même pas. C'est pour des raisons économiques. C'est pas une question de malhonnêteté du chauffeur, du tout. C'est juste une question de réglementation. Dans la réglementation du taxi, un taxi ne peut pas refuser un client. C'est-à-dire qu'un client qui lève la main dans la rue, si le taxi ne s'arrête pas et que les forces de l'ordre s'en aperçoivent, ils arrêtent le taxi et ils lui retirent son permis pendant 2 semaines. Alors c'est vrai que malheureusement les VTC ont été très forts en communication en appuyant sur le fait que le taximètre aujourd'hui pouvait être un produit anxiogène, sur la variabilité des compteurs d'approche. Alors c'est vrai que la réglementation du taxi oblige et contraint les chauffeurs de taxi à mettre leur taximètre dès qu'ils prennent la course.
Alors c'est vrai que s'ils sont à 100 mètres de la destination, il va y avoir un petit montant au compteur. Malheureusement, s'ils sont un peu plus loin aux heures de pointe, effectivement, ce compteur d'approche peut être un peu plus important. Par contre, chose importante, avec la nouvelle réglementation qui va être mise en place très prochainement au 1er mars, il va y avoir des montants d'approche qui vont être forfaités. 4 € pour les courses immédiates et 7 € pour toutes les réservations en Ile-de-France où les taxis parisiens peuvent charger. Et je reviens par rapport également à votre première question sur les taxis grincheux qui ne souhaitent pas aller à destination. Encore une fois de plus, c'est un vieux cliché sur les vieux taxis aigris qui ont quand même su évoluer. C'est un coup de com' donc de la part des VTC. Un très bon coup de com' de la part des VTC qui ont aujourd'hui des moyens financiers que malheureusement les chauffeurs de taxi n'ont pas. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup ça dans les médias, des taxis qui choisissent leurs courses, où on va pas assez loin. Bon, pour ma part, je dirais que c'est des stéréotypes. On pourrait trouver tout autant de stéréotypes du côté de notre concurrence. D'ailleurs, il n'y a qu'à se promener un peu sur les réseaux sociaux pour voir les mauvaises expériences que les uns et les autres auraient pu avoir. Et puis vu les clients que je prends tous les jours, c'est pas du tout le ressentiment qui peuvent me laisser paraître ou qui peuvent me donner en discutant un peu avec eux. Donc dans les médias, on sent clairement que le parti est pris pour les VTC. Alors est-ce que c'est... Pour quelle raison alors du coup? Alors est-ce qu'ils sont actionnaires de ces fameuses sociétés, enfin je dirais pas de sociétés de VTC, mais en tout cas plutôt du côté plateforme numérique. Je pense que pour une bonne partie d'entre elles, du type BFM, qui d'ailleurs transporte ses collaborateurs avec ce type de plateforme, je pense que le parti est clairement pris. Il y a un conflit d'intérêts qui est évident. Au niveau média, je pense au niveau politique aussi, puisque il semblerait que certains enfants de nos politiciens aient investi dans ce type de société et d'économie. Donc je pense qu'il y a un gros conflit d'intérêts dans tout ça. C'est assez grave ce que vous dites. Enfin, si évidemment, je ne remets pas du tout votre argument en cause. Ça veut dire qu'il y a des fils d'hommes politiques français qui investissent dans ce type d'entreprise en sachant délibérément que ce type d'entreprise va couler ou en tout cas modifier le système économique français ou en tout cas va vraiment l'impacter. Moi, je pense que c'est voulu. C'est pas dû au hasard. Pour beaucoup d'entre eux, donc il y en a qui ont investi, il y en a qui se sont fait embaucher carrément dans ces plateformes. Il y a aussi des plateformes qui ont réussi à recruter des conseillers ministériels. Donc je pense que c'est un choix politique avant tout qui nous est pas dit clairement, mais qu'on laisse s'installer petit à petit. Si on se met maintenant à la place du consommateur, il apparaît logique, du moins à première vue, qu'il aille vers le service le moins cher. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez à rétorquer aux clients qui vont plutôt privilégier les VTC aux taxis? Alors il faut savoir que les vrais VTC, ceux qui respectent la loi, parce que j'insiste vraiment sur le mot respecter la loi, ce sont les anciennes grandes remises, qui elles sont beaucoup plus chères que nous parce que payent des charges, ont des investissements. Et aujourd'hui, vous avez eu des VTC, entre guillemets, Uber Pop, Hitch, qui font du transport de personnes, qui n'ont pas d'assurance pour le transport de personnes à titre onéreux, qui n'ont aucune formation, qui ont des véhicules qui ne sont pas contrôlés au niveau de la préfecture de police, alors que tous les taxis aujourd'hui ont des contrôles vraiment pour assurer une sécurité au quotidien de toutes les personnes transportées. Aujourd'hui, vous avez la majorité des chauffeurs VTC, si leur GPS navigateur est en panne, ils sont dans l'impossibilité d'amener à bon port leurs clients. Ce qui n'est pas le cas des chauffeurs de taxi, qui ont suivi justement une formation pour pouvoir amener les clients à bon port. Il est prévu par la suite que les chauffeurs VTC aient également une formation, mais malheureusement, ça fait des années que cela perdure et toujours pas d'examen aujourd'hui. Face au succès relatif qu'on constate quand même des VTC, on peut quand même se poser la question du fait, est-ce que selon vous, les utilisateurs, vos clients de manière générale, est-ce que les gens de manière générale, les Français de manière générale, ont conscience de leur rôle de citoyen dans leur acte de consommation? Et là, la comparaison entre les taxis et les VTC. Je ne pense pas. C'est justement, je pense, le problème majeur. C'est que... Vous en trouvez bien quand même quelques-uns qui ont conscience de ça et qui ont
conscience qu'en payant un taxi, on contribue à maintenir le système français? Franchement, non. D'accord. J'en parle beaucoup. J'en parle beaucoup autour de moi et je pense que les Français ne se rendent pas compte encore des choses. Disons qu'on est les premiers sur la liste, donc il va falloir encore, je pense, quelques temps pour qu'on en sente vraiment les effets. Et là, tout le monde s'en mordra les doigts, c'est sûr. Je dirais qu'on va vers une américanisation de la société, hein. Le libéralisme à l'état pur, hein. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les chauffeurs de taxi sont quand même des collecteurs d'impôts. Je vais vous donner un exemple très simple au niveau de notre groupement. Aujourd'hui, nous sommes une société coopérative avec 1130 chauffeurs de taxi associés. Nos 1130 chauffeurs de taxi, c'est 17 600 000 euros de cotisation sociale à l'année. Charges sociales, donc URSSAF et retraite complémentaire comprises, plus de 7 millions d'euros de TVA, plus de 700 000 euros de cotisation au STIF. Et aujourd'hui, vous voyez des sociétés américaines en 4 lettres, je ne vais pas leur faire de publicité, je ne vais pas les citer, qui ne payent pas 1 euro de TVA en France, qui ne payent pas 1 euro d'impôt. Donc si tous les usagers aujourd'hui font appel à ce type de transport, ça ne sera plus de financement pour les écoles, ça ne sera plus de cotisation sociale, plus de retraite. Et c'est le déploiement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ubérisation. Il y a un article, je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là, il y a un article de Numérama qui est sorti il y a quelques jours qui disait que les sociétés, nouvelles startups, Uberpop, il y a Airbnb, il y en a d'autres, faisaient déjà de l'évasion fiscale. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Oui, quand on parle d'innovation pour les VTC, là où ils ont innové justement, c'est pour l'évasion fiscale à outrance. Il y a un système derrière très très bien ficelé. Si ce que je peux préciser, aujourd'hui vous avez Uber qui a son siège en Hollande et tout ce qui transite par les courses en France, ça part sur un premier siège en Hollande, un deuxième en Hollande, un troisième en Hollande, ça passe après en Irlande et ça finit au Delaware. Il faut savoir qu'aujourd'hui au Delaware, il y a plus de sociétés implantées là-bas que d'habitants. Tout simplement parce que c'est l'État le plus défiscalisé au monde. C'est un paradis fiscal sur le territoire américain. Complètement. Est-ce que vous avez conscience que si une entreprise de VTC aujourd'hui décidait de mener une action en justice à l'égard des taxis par rapport à cette réglementation devant la Cour de justice européenne, est-ce que vous avez conscience que la France serait condamnée? Est-ce qu'il n'y a pas un petit mot à dire sur l'influence de Bruxelles là-dedans? Bonne question. Alors c'est vrai qu'on dépend souvent de l'Europe. Malheureusement, on s'aperçoit que toutes ces sociétés américaines, ces startups qui cherchent à s'implanter, pas spécialement dans le transport, pas spécialement dans l'hôtellerie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'Uber, on parle de Airbnb pour l'hôtel, mais il faut savoir qu'il y a aujourd'hui des sociétés américaines comme Amazon, comme Facebook, Apple, McDonald's, qui ne payent quasiment pas d'impôts dans notre vieille Europe, qui ont des systèmes d'optimisation fiscale très très bien développés. Aujourd'hui, Bruxelles essaye de faire justement le nécessaire pour pouvoir faire en sorte que ces sociétés puissent apporter leur contribution dans les pays où elles gagnent de l'argent. Donc j'ose espérer que si demain les entreprises de VTC faisaient un appel à cette Cour européenne, qu'elles puissent ne pas avoir raison. Quelles seraient selon vous les solutions pour que les taxis sortent de cette crise? Est-ce que les taxis pourraient jusqu'à renoncer à leur licence? Et si oui, à quelles conditions, si ça pouvait solutionner le problème? Alors, pour que les taxis puissent sortir de cette crise, il faudrait déjà, pour commencer, que la loi Thévenoud du 1er octobre 2014 soit respectée. Parce que je tiens à rappeler quand même que la dernière manifestation que les taxis ont effectuée, c'était pour le respect de la loi. Ce qui est quand même une première en France que des personnes manifestent pour un respect d'une loi. C'est quand même assez exceptionnel. Parce qu'il faut savoir que cette loi, il y a quand même des contraintes pour les chauffeurs de taxi. Aujourd'hui, un chauffeur de taxi qui est contrôlé sans son terminal de paiement électronique, l'appareil carte bleue, il a 86 € d'amende. Aujourd'hui, on a des contrôles où on peut être démarqué, on peut nous empêcher de travailler. Il y a une commission de discipline pour les chauffeurs de taxi. Sur la loi Thévenoud, aujourd'hui, les chauffeurs de taxi se sont mis dans les clous. Et on s'aperçoit que de l'autre côté, pour les chauffeurs VTC, rien n'est respecté, rien n'est contrôlé. Et c'est le non-respect de la loi au quotidien. Renoncer à la licence, je dirais que c'est l'ouverture de la jungle en fait, hein. Disons que si on enlève les licences, ça veut dire qu'on ne régule plus. On libéralise encore plus. On libéralise encore plus. Et si aujourd'hui la grogne des taxis monte, c'est justement dû à cette libéralisation excessive. Dire non à la licence, je dirais qu'à ce petit jeu-là, personne ne sera gagnant. Si Uberpop ou une autre entreprise de VTC décidait de mener une action en justice contre l'État français, est-ce que vous avez conscience que la France serait forcément condamnée vu que ça constituerait une entrave au libre-échange? En plus, avec le TAFTA
qui va venir, ça donnerait une corde en plus à leur arc. Donc du Alors, coup, Pour une société de type Uber, son siège est en Hollande. Donc normalement, non. Maintenant, c'est possible. Tout est possible, je dirais. Je dirais que tout est possible. Avec le TAFTA, tout est possible aujourd'hui. et quid de l'influence de Bruxelles là, dans ce conflit? Je dirais que l'influence de Bruxelles dans ce conflit ne se fait pas trop ressentir. Du coup, comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre métier, du métier de taxi? J'espère tout simplement que les propos de Manuel Valls seront mis en application. Malheureusement, on s'aperçoit encore aujourd'hui, malgré quelques opérations coup de poing des contrôleurs URSAF, DGCRF, également des Bauer, sur certains points stratégiques de Paris. Et vous voyez d'autres endroits comme les gares, les aérogares, qui sont encore des zones de non-droit. Vous allez à Orly à n'importe quelle heure de la journée, il y a beaucoup plus de racoleurs que de policiers. Du coup, les policiers ne bougent pas. Quel type de mesures pourrait prendre le gouvernement pour aller plutôt dans votre sens ou pour réguler efficacement, on va dire, Moi, je ce pense secteur? qu'il faut s'aider des expériences qui peuvent avoir lieu dans des pays où les VTC sont arrivés bien avant, comme aux États-Unis par exemple. Aux États-Unis, dans plusieurs États des États-Unis, on a instauré une course minimum à $70 par exemple, une réservation préalable de 1 heure, pour bien différencier les deux offres en fait. On ne peut pas laisser l'État organiser une concurrence déloyale. Mettre en concurrence une profession réglementée avec une profession totalement déréglementée, c'est juste impossible. Un des effets de cette déréglementation, c'est qu'on a vu pendant les attentats de novembre à Paris, on a vu certains VTC quadrupler leurs tarifs pour Mais amener. totalement, J'ai une cliente ce matin qui me disait tiens, j'ai une copine qui a utilisé Uber pour venir de l'aéroport, ça lui a coûté 40 euros. Je lui ai dit oui, ça lui a coûté 40 euros en heure creuse. Si elle avait pris le même service dans des heures où il y a beaucoup de demandes, elle aurait peut-être payé 130 euros. Et ça, par contre, on n'en parle pas trop. Par contre, sur Internet, sur les réseaux sociaux, on peut voir différentes expériences comme ça Pouvez-vous nous en donner que d'autres, des certains expériences? consommateurs... j'ai vu des courses 17e Montparnasse à 70 euros, ou des courses de Orly au Plessis-Robinson à 120 euros. Oui, mais il y a bien une explication à ça. La majoration, l'offre et la demande. Donc chose qui n'existe pas dans le taxi, que vous preniez le taxi, je dirais, aux heures de pointe, ou... oui, il va y avoir une petite différence de tarif, mais je dirais qu'il va de 10 à 30%, quoi, mais on ne multiplie pas encore les tarifs par 3 ou 4. Actuellement, on a du mal à se projeter dans le futur. Moi, je suis taxi depuis 2 ans actuellement, et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Pour nous, le seul qui pourrait remédier au problème, c'est le gouvernement. Même si aujourd'hui on ne le sent pas vraiment prendre les choses en main. Pour moi aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que la justice qui pourrait nous aider, quoi.